Hello, hello, bonjour et bienvenue pour ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde dans le chat. Salut Elpio alias Ludovic, Monsieur Hugla alias René, Cédépo, Mister Chavenet, Fred, Laurent Chélus qui est ici. Alors qui je vois d'autres? Anaras, Ancarion, Kramik 13, Rustine 226, Sibali 44, bienvenue, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, pour ma part ça va, même si la météo s'est fortement dégradée ces derniers temps, et donc stream pluvieux, stream heureux comme on dit, hein. Donc on va reprendre un petit peu où nous en étions restés la dernière fois, et ensuite on va juste échanger sur un nouveau sujet, puisque je vais vous parler de vulnérabilité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a deux grosses vulnérabilités qui ont secoué le monde Linux, le monde de l'IT de façon générale ces dernières semaines. Et on va en parler d'ici quelques minutes. Je voudrais juste revenir sur le live précédent sur lequel je vous avais parlé du fameux badge, du petit badge robot, sur lequel je vous avais montré comment réécrire un firmware pour ce badge avec Platform.io. Et ce qui est super, c'est que les amis de Seed Studio ont eu la gentillesse de m'envoyer donc un nouveau device gentiment, qui est le Wio Terminal. Voilà, c'est cette petite chose-là. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà, le Wio Terminal, donc, qui est un petit objet assez sympathique. Ça vaut une trentaine de dollars. Donc, c'est un objet avec un écran intégré, une molette directionnelle ici, des boutons sur le haut, des connecteurs dessous et derrière, voilà, et avec des capteurs intégrés, notamment capteurs de luminosité, tout ça, etc. Donc ça, c'est vraiment un super appareil pour pouvoir faire de l'IoT, développer, je dirais, plein de petits projets, notamment puisque à l'intérieur, c'est un microcontrôleur de type SAMD, c'est compatible Arduino, donc évidemment vous pouvez vous en servir comme contrôleur d'imprimante 3D par exemple, ou de découpeuse laser, ou de faire plein de choses connectées, puisqu'il y a du Bluetooth, il y a de quoi faire du Wi-Fi, enfin il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Donc voilà, je vous en parlerai très 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 bientôt. C'est pas spécialement sponsorisé, hein, vous me connaissez. Si c'était vraiment un truc sponsorisé, je vous le dirais. Je suis pas payé pour ça. Ils ont juste la gentillesse de m'envoyer ça suite au live que j'avais fait. Je vous en parlerai parce que je trouve l'appareil plutôt sympa. Il y a de quoi faire des choses assez intéressantes avec. Et notamment, je crois que c'est l'ami Titi Moby, Thierry, qui en avait parlé aussi dans son live. Peut-être qu'il nous dira tout à l'heure dans son live après le mien ce qu'il a fait avec. Je sais que je connais pas mal de monde qui en ont acheté un il y a quelques temps. C'est un objet qui existe depuis assez longtemps. Mais voilà. Donc, je vous en parlerai très bientôt. On essaiera de faire un petit live dessus avec un petit peu de code. Et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cet appareil. Voilà. Donc on va revenir sur le sujet du jour où je voulais vous parler évidemment des attaques, enfin des failles de sécurité, pardon, pas des attaques, des failles de sécurité qu'il y avait eu ces derniers temps. C'est un sujet non pas pour les failles en elles-mêmes, parce que bon, les failles, ça arrive, hein, il y en a toujours eu, mais je pense que c'est surtout comment elles ont été divulguées. C'est surtout ça qui m'importe. Alors déjà, je permets de saluer au passage Mister Joseph Ligier qui vient d'arriver, Track Unix Based aussi, bienvenue dans le chat. Donc pour ces failles, alors je vais vous partager un petit peu mon écran. La première qui est arrivée, c'est CopyFail. CopyFail qui est arrivé il y a une dizaine de jours. Donc vous voyez, il y a même un un joli site internet qui va avec. Donc maintenant, c'est la mode. Chaque faille de sécurité a son petit site internet. Je trouve ça assez fantastique. C'est comme si les gens faisaient une sorte de business de la communication autour de ces failles. Alors je trouve ça intéressant. Il y a du pour et il y a du contre. Je trouve ça intéressant dans le sens où ça permet de mettre sur une page particulière des informations concernant la faille, mais en même temps, j'ai l'impression que l'objectif n'est pas tant de donner des informations comme ça, mais plutôt de se faire voir. Mais je vais y revenir juste après. Donc CopyFail qui est arrivé, donc c'était le jeudi 30 avril, si ma mémoire est bonne, puisque c'était juste la veille d'un jour férié, chez nous en tout cas, en France. Et cette faille a la particularité donc d'exploiter un petit débordement de buffer, donc de 4 octets, qui permet donc de pouvoir devenir
administrateur, donc root, sur la machine en faisant une petite attaque ciblée bien habile. Voilà. Si je résume un petit peu les choses. Alors, dans cela, je ne vais pas rentrer sur les détails techniques des failles parce qu'il y a plein de streams et plein de gens qui en ont parlé en long, en large, en travers dans les internets et sur Twitch. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des failles parce que c'est pas le sujet, mais plutôt un petit peu ce que ça implique. Donc, cette fameuse faille, donc copy fail, elle nous dit que elle nous permet de passer route assez facilement sur une machine et notamment de pouvoir s'échapper de conteneurs potentiellement. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et donc avec un... Alors, ce que j'aime bien, c'est tel que ça a été annoncé, qu'ils ont mis en place un script Python de seulement 732 octets pour pouvoir exploiter la faille, etc., etc. Et que toutes les distributions Linux, les distributions majeures, et les distributions Linux depuis 2017, sont faillibles à cette faille de sécurité. Donc comme je le disais, il y a un petit problème sur 4 octets sur lequel il y a un petit débordement de buffer qui permet donc de devenir root. Et quand on regarde un petit peu ce site qui explique un petit peu et qui montre au travers d'une petite vidéo sur différentes distributions principales, Ubuntu 24.04, Amazon Linux 2023, la RHEL 10.1, la SUSE 16. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, il ne parle pas de la Debian, mais peu importe. Donc il montre comment cette faille peut être exploitée et donc de pouvoir devenir root sans aucune difficulté. Donc ça donne quelques informations et est-ce que nous dit est-ce que l'on doit patcher, etc., etc. Donc ça nous dit que si vous êtes multitenant, un host multitenant, bah oui, vous devez patcher. Si vous faites du Kubernetes et du conteneur, des clusters de conteneurs, oui, vous devez patcher, etc., etc. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en fait, ces failles-là, ce type de faille, notamment copy fail, qui exploite un mécanisme qui s'appelle splice dans le noyau Linux, et donc qui permet de dupliquer des pages, j'en passe et des meilleurs. Cette faille, c'est pas la première du genre. C'est pas la première du genre qui arrive. En revanche, ce que j'observe de plus en plus depuis ces derniers mois et surtout ces dernières années, c'est qu'il y a une forme de communication qui est faite par les gens qui découvrent ou qui, pas forcément qui découvrent la faille, en tout cas qui la publient, qui en parlent autour de pages web. Et j'ai l'impression que c'est presque plus du marketing en disant regardez, j'ai parlé de cette faille de sécurité, regardez ma page, etc. Du coup, je suis trop fort, surtout si c'est moi qui l'ai trouvé, etc., etc. Ce qui est assez particulier sur ces problématiques-là, c'est non pas que la faille ait été publiée et divulguée comme ça, je dirais, au travers d'une page internet, c'est surtout que ça a été divulgué avant même que toutes les distributions soient prêtes. Cette faille est arrivée donc un jeudi 30 avril, donc lendemain 1er mai, jour férié chez nous, et d'ailleurs jour férié un petit peu partout dans le monde, le 1er mai étant férié un petit peu partout, c'est comme on était une veille de week-end prolongée. Donc effectivement, on se lève le matin, on voit qu'il y a une publication sur cette CVE, la CVE 2026 31 431, si je lis bien, ouais c'est ça. Et on se dit, bon, bah, ok, faille exploitable, score très, très, très élevé, il faut patcher. Il faut patcher, notamment si vous managez de la virtualisation, si vous managez surtout du conteneur, y compris que ce soit du conteneur Docker, que vous soyez sur Kubernetes, etc., etc. Notamment les clusters Kubernetes qui étaient plutôt mal configurés avec des namespaces soit pas du tout posés, soit complètement globaux. Bah là, ça permettait à un attaquant potentiel de déployer un conteneur et de pouvoir s'échapper du conteneur et d'aller capter de la data ou faire des choses un peu plus graves que ça, voire pirater, récupérer des clés de sécurité, j'en passe et des meilleurs, sur le cluster lui-même. Donc c'est quand même super grave. Et le problème, c'est que cette faille, elle a été annoncée, publiée, avant même que les distributions Linux soient prêtes. Donc évidemment, quand on est face à ça, on n'a que deux solutions. Déjà, c'est d'essayer de bien comprendre comment fonctionne cette faille. Est-ce qu'on attend que les distributions Linux soient à jour, donc qu'elles nous publient un kernel qui soit à jour et non faillible, voilà. Soit de dire est-ce qu'on a un moyen de contourner cette faille, auquel cas là c'était la désactivation d'un module crypto, puisque c'était dans un module crypto que ça se passait, la désactivation d'un module crypto au niveau de votre noyau. Donc
Évidemment, on nous a donné une marche à suivre pour pouvoir désactiver ce module quand il est compilé en tant que module, hein. Par contre, quand le module crypto est compilé, il est built-in avec le noyau, bah, vous n'avez pas d'autre choix que de rebuilder votre noyau et de redéployer, ce qui est quand même assez ennuyeux. Mais bon, la majorité des distributions Linux utilisent un module, un kernel object, donc un module qui suffit, entre guillemets, qui suffit de désactiver. Le problème, c'est que certains d'entre vous, comme moi, on ne gère pas qu'une seule machine Linux. On gère potentiellement des dizaines, des centaines de machines physiques, des machines virtuelles, etc., donc qui sont potentiellement faillibles. Moi, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, nous gérons des clusters de virtualisation sous Proxmox VE. Nous gérons un certain nombre de projets pour nos clients. Certains sont chez Amazon, certains sont chez Azure, certains tournent sur de l'infra que nous gérons sous Proxmox, etc. Donc évidemment, ça fait des centaines et des centaines de machines à gérer et à voir déjà est-ce qu'elles sont faillibles, exploitables, et dans tous les cas, de toute façon, vous ne pouvez pas se permettre d'attendre 3 jours ou 4 jours le temps que tout soit prêt et donc de déployer. Donc, il a fallu déjà tester que tout, est-ce que déjà c'est exploitable chez nous? Eh ben, spoiler alerte, 100% des Linux installés chez nous étaient faillibles à cette faille. Donc essentiellement de la Debian 12, de la Debian 13, un peu d'Ubuntu et de l'Amazon Linux. Et évidemment, il a fallu faire ce qu'il faut, faire un script pour pouvoir déployer de façon massive et donc de gérer le déploiement de cette contre-mesure de sécurité pour pouvoir ne pas être faillible à cette vulnérabilité le temps que les distributions soient prêtes. Donc ça, évidemment, quand vous êtes un jeudi veille de week-end prolongé et que vous n'avez pas prévu ça dans votre planning, c'est quand même ennuyeux. Voilà, c'est quand même ennuyeux. Et le pourquoi ça a été spoilé, cette vulnérabilité, bien avant, bah, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre que des gens puissent divulguer comme ça des failles, même si ça peut rester entre guillemets un secret de polichinelle, hein, mais divulguer des failles sans que derrière rien ne soit prêt. Alors, c'est pas parce que c'est de l'open source que le code est ouvert, qu'on peut en faire une analyse, etc., on peut divulguer comme ça des CVE en mode YOLO, sans que les distributions majeures soient prêtes, parce que aujourd'hui ça met en péril tout un écosystème. Les écosystèmes d'hébergement, je vous raconte pas quand vous êtes une boîte comme AWS, Azure, OVH, Scaleway, j'en passe et des meilleurs. J'ai des actions dans aucune d'entre elles, hein. Je vous cite les noms qui me viennent en tête. Bah, évidemment, ça pose un vrai problème. Alors, beaucoup de ces entreprises compilent aussi elles-mêmes leurs kernels, mais ça nécessite de recompiler des kernels et de déployer massivement des nouveaux kernels. Donc, ça prend un petit peu de temps. C'est pas quelque chose que vous faites comme ça en claquant des doigts. Déployer un kernel, ça veut dire repartir de votre kernel, le patcher, le builder, repasser à minima des tests de non-régression pour être sûr que le kernel que vous allez déployer ou les kernels que vous allez déployer ne vont pas faire planter toutes vos machines, parce que finalement le remède peut être presque pire que le mal si vous vous précipitez. Donc c'est un vrai problème. Et pour en venir à ça, il y a une deuxième faille qui est apparue la semaine dernière. Alors, il y a Stéphane Georget qui me dit, tu as dit kernel object, .ko, j'ai appris un truc. Oui, KO, c'est kernel object. Donc, évidemment, ce sont finalement les modules, hein, qui sont les pilotes et autres extensions du noyau qui peuvent être chargés dynamiquement. Donc, le KO, c'est un format de fichier qui permet d'être chargé dynamiquement par le noyau, donc notamment des pilotes, mais pas que. Et donc, comme dit en carillon dans le chat, chic, je dois reboot XX centaines de milliers d'hosts. Bah oui, c'est exactement ça. Parce que mettre à jour le kernel, c'est une chose, mais qui dit mise à jour de kernel, dans 98% des cas, ça nécessite un reboot. Je connais que très peu de systèmes qui ont mis en place le swap de kernel à chaud. Vous pouvez le faire, hein. Il y a des projets qui vous permettent de pouvoir builder un kernel, de pouvoir le charger et de basculer sur un nouveau kernel sans nécessité de reboot. Mais c'est dans des cas extrêmement particuliers et je connais quasiment personne sur le marché qui le fait. C'est vraiment dans des cas très très particuliers sur lesquels vous avez besoin d'une disponibilité totale. Bref, c'est tellement chiant à mettre en place en plus et les risques sont tellement élevés qu'il vaut mieux planifier un reboot. Et donc, comme dit Joseph, il faut surtout rebooter la machine. Donc, c'est exactement ça. Le problème, c'est que quand on a des clients en bout, ce qui est notre cas, par exemple, là où je travaille,
Bah, on ne peut pas se dire juste je reboot comme ça. C'est je préviens le client, il y a une CVE, on est en train de patcher en urgence, ça nécessite un reboot. Est-ce que vous êtes OK ou pas? Parce que ça peut impacter très fortement leur business, leur activité, etc. D'autant plus que qui dit reboot dit que si vous avez mal testé votre patch, entre guillemets, votre contre-mesure, bah, vous pouvez avoir un reboot qui ne se passe pas bien. Voilà. Donc, évidemment, quand vous êtes en virtualisation, par exemple sur du cluster Proxmox VE, vous devez mettre à jour l'ensemble de vos VM, vous devez rebooter l'ensemble, hein, c'est-à-dire vos VM, votre cluster de virtualisation, donc chacun des nœuds du cluster de virtualisation est rebooté le tout. Donc c'est sûr que c'est une opération qui est relativement lourde. Et donc, comme je le disais, il y a une seconde vulnérabilité qui est arrivée donc, il y a un peu plus d'une semaine, pareil, de la même manière, c'est vulnérabilité qui arrive veille de long week-end, génial, la belle affaire, c'est super. Dirty Frag, alors Dirty Frag, qui est un petit peu le même genre de vulnérabilité, qui nous permet donc d'obtenir un compte administrateur quand vous avez accès à la machine locale. Donc si vous êtes dans un conteneur ou si vous êtes directement sur votre VM, bah, cette exploitation de cette faille vous permet d'obtenir un compte super utilisateur. Donc le compte root, donc qui est quand même le saint graal des attaquants, on va pas se mentir. Donc cette CVE a aussi la particularité d'avoir été divulguée en avance. Alors cette fois-ci, la personne qui avait découvert cette vulnérabilité avait contacté les mainteneurs du noyau Linux. Ils avaient notamment pris en compte cette vulnérabilité, préparé les patchs, etc. Et les distributions majeures étaient en cours d'intégrer tous ces patchs parce que, comme je vous le disais avant, recevoir un patch, c'est bien, mais il faut rebuilder votre noyau, il faut faire les tests de non-régression parce que si jamais vous déployez un noyau, que Ubuntu, Red Hat ou qui sais-je encore déploie un noyau en mode YOLO et que ça fait planter l'ensemble des machines de la planète, ça va pas être terrible. Donc évidemment, tout le monde avait été mis au courant a priori comme il fallait, sauf que quand on va sur OpenWall, alors OpenWall, je vous en avais déjà parlé, notamment quand je vous avais parlé de l'attaque XZ, hein, donc, qui est un board de messagerie et un projet notamment communautaire qui travaille essentiellement à la sécurité, donc sur lequel on vient échanger des messages sur des vulnérabilités, sur de la sécurité de façon générale et en particulier. Et donc, on apprend que cette vulnérabilité a été spoilée 2 jours avant la mise à disposition des contre-mesures dans les distributions Linux. C'est-à-dire que quelqu'un a découvert, a eu vent de cette vulnérabilité et a pris le parti de le spoiler à la planète entière comme ça. Voilà. Donc, 2 failles majeures qui sont spoilées comme ça, coup sur coup. Et surtout, je pense pas forcément dans un but peut-être malveillant ou même pas dans un but bienveillant. J'ai quand même le sentiment que ces spoils se sont faits essentiellement pour peut-être certaines personnes attirer un petit peu la lumière. Regardez, j'ai découvert une faille, c'est moi qui en ai parlé le premier, etc. etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Linux, on va pas se mentir, le noyau Linux, pour ne parler que du noyau, je ne parle même pas des distributions en tant que telles, le noyau Linux fait tourner quand même 80-90% des services importants sur la planète. Hein. Ça va de votre box internet, les serveurs sur lesquels sont hébergées vos applications, les serveurs sur lesquels vous allez consulter vos comptes bancaires, etc. Donc ce type de vulnérabilité, évidemment, ont des impacts significatifs sur la sécurité globale des gens sur la planète, y compris les pirates eux-mêmes, parce que même si les pirates sont les hackers en tant que tels, sont quand même assez regardants sur ces sujets, ils ont quand même néanmoins, pour la plupart, ils ont aussi un compte bancaire, ils ont des comptes ici et là sur plein de choses. Personne n'a zéro adhérence aujourd'hui à ce genre de choses, donc ils se mettent eux-mêmes finalement quelque part en danger pour le fait qu'un autre hacker va peut-être pirater le serveur que lui ne voudrait pas qu'on pirate. Voilà. Alors, comme dit Tips00, dit ne pas attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Oui, tout à fait. Alors, c'est une très très fameuse quote. Je ne sais pas si c'est de la bêtise.
Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui cherchent à attirer la lumière à eux. Et je vais aller un petit peu aussi sur le volet au-delà de ces deux vulnérabilités, puisqu'elles sont arrivées quand même deux fois coup sur coup à une semaine d'intervalle. Donc ça nous a quand même nécessité quand même beaucoup de travail. Mais ça veut dire qu'en ce moment, on est en train d'observer un sport qui est devenu un sport plus que national, qui est même un sport international. C'est d'utiliser les modèles de langage d'IA, notamment Claude, mais pas que Claude, hein, pour aller à la chasse à la vulnérabilité. Donc il y a des gens qui prennent du code source. Alors le noyau Linux ici, tel logiciel libre par là, tel projet communautaire, gros, moyen ou petit encore par ici. Et il passe dessus des modèles de langage sur lesquels il les drive, il les dirige en disant bah vas-y, analyse-moi le code et trouve-moi une façon d'exploiter une vulnérabilité qui serait existante dedans. Voilà, je vous le résume ça en quelques mots. Les gens plutôt pas très affûtés à l'exercice, à la sécurité, bah, ils chargent juste le code source dans Claude, il dit vas-y, trouve-moi une faille de sécurité. Parfois, Claude trouve quelque chose. Alors, Claude ou d'autres langages, hein, Claude, Codex, voilà, certains, ça peut être même Qwen, ça peut être d'autres modèles. Aujourd'hui, force est de constater, c'est que Claude est quand même, selon moi, selon mon expérience, le plus efficace sur le sujet. Et par contre, euh, ce que je vois, c'est qu'il y en a d'autres qui en ont fait vraiment des outils d'aide à l'analyse de code et notamment à trouver des failles de sécurité. Et ces personnes-là ne sont pas forcément des personnes bienveillantes, il faut le savoir. Et qu'aujourd'hui, on vit une période où les outils sont devenus tellement faciles d'accès que cette analyse qui auparavant nous aurait pris plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parfois même des mois, pour trouver une faille de sécurité, telle que la première, telle que Copyfail. Hein. Copyfail, elle existe depuis quand même des années. Alors, il a fallu que quelqu'un finalement remette la main dessus, alors au travers ou pas d'outils d'IA, mais en tout cas, ce type de vulnérabilité, il y a des gens qui sont à la recherche vraiment de ce type de vulnérabilité dans le code, à l'aide d'outils qui sont propulsés par l'IA. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, je ne vais pas vous dire très clairement que il suffit d'interdire l'outil IA. Interdire, ça ne sert à rien, ou même interdire l'usage de recherche de failles de sécurité, parce que de toute façon, s'ils trouvent des failles, c'est que les failles existent. Donc il faut qu'à un moment donné, quelqu'un les trouve, et il faut qu'à un moment donné, quelqu'un prenne le parti d'aller remonter aux bonnes personnes l'existence de ces vulnérabilités et de pouvoir les corriger. Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui est déconnant, défaillant sur le marché, je trouve, c'est que de plus en plus de failles sont divulguées de façon YOLO, sans que personne ne soit au courant, donc mettant en danger finalement les infrastructures mondiales, hein, très clairement, par rapport à tous ces sujets. Et c'est selon moi un vrai problème, c'est quelque chose qu'on observait moins avant, et qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de ces outils pour essayer de se mettre en lumière, de se mettre en avant, en disant regardez, je suis trop fort, j'ai trouvé une vulnérabilité. Et en fait, en vrai, quand on gratte, c'est l'outil d'IA qui a trouvé une vulnérabilité, et voilà, c'est juste qu'il a essayé de chercher, ou éventuellement il a eu une intuition pour aller chercher à tel endroit. Mais il y a beaucoup de personnes qui essayent d'utiliser ces outils simplement pour se mettre en valeur. Alors Stéphane Georgiev me dit, mais Amazon, VH, tout ça, ils utilisent des kernels vanilla ou alors ça dépend des hébergeurs, ça dépend des services. Il y a beaucoup de services cloud qui compilent leur propre noyau. Pourquoi ? Parce que quand tu déploies, notamment sur du conteneur ou sur des instances virtualisées, etc., tu ne vas pas déployer un noyau qui va contenir l'ensemble de tous les pilotes de la Terre, notamment pour piloter tes cartes réseau, piloter tes cartes vidéo, etc. Tu tombes dans des machines virtuelles qui sont là pour faire tourner des services cloud. Donc la plupart du temps, tu vas créer un noyau dit cloud, dans lequel tu vas stripper un maximum de choses et ne garder que ce qui est nécessaire. La plupart du temps, tu vas garder les pilotes de périphériques Virtio, Virtio Network, Virtio Disk, etc., etc. Et puis tu vas garder ce qui est nécessaire à faire tourner une distribution Linux, notamment les algos de chiffrement, ce genre de choses, etc. Donc il y a beaucoup, là pour le coup, Amazon Linux, on va pas se mentir, hein, c'est une distribution qui est maintenue par Amazon, donc ils fournissent leur noyau, etc. Mais si toi, par exemple, tu déploies sur tes infrastructures de virtualisation une distribution type une Debian, par exemple, ce que je fais, le plus souvent, la Debian, je ne mets pas le noyau stock de la Debian, qui vient avec une Debian standard qui est faite pour être installée sur du serveur bare metal, mais je vais installer le noyau qui est le kernel Cloud, qui est aussi fourni par Debian, qui est un kernel qui est stripped down, hein, sur lequel ils ont retiré un maximum de choses de pilotes de périphériques physiques, par exemple,
pour avoir un noyau qui soit beaucoup plus compact, donc qui prenne aussi moins de place, etc. etc. Donc, dans tous les cas, en fonction du type de noyau, de toute façon, il y a beaucoup d'algos qui sont compilés par défaut en tant que module parce que c'est le système, le kernel builder KBuild qui permet, je vous en avais déjà parlé de KBuild dans un précédent live il y a peut-être 2 ans de ça. Vous pourrez retrouver, hein, j'avais fait un live sur comment compiler son propre noyau Linux, donc c'est directement sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description pour le replay de cet après-midi. Et donc, CKBuild, par défaut, va proposer la compilation de certains modules directement en kernel object ou certains pilotes. Alors, quand je parle de pilotes, c'est au sens très large du terme, c'est pas forcément pour des périphériques. Ça peut être des pilotes pour des file systems, ce genre de choses, etc., qui vont être construits en built-in. Voilà. Et là, pour le coup, difficilement désactivable, sauf à recompiler soi-même son propre noyau. Voilà. Donc, comme je le disais, ce que j'observe, c'est que de plus en plus, il y a une chasse à la vulnérabilité qui est faite avec des outils d'IA. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais en tout cas, je vois que ce sont des outils qui sont pris pour cet objectif par des gens qui ne sont pas nécessairement des spécialistes en sécurité ou des chercheurs en sécurité. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme de course à je vais trouver la plus grosse vulnérabilité et après, regardez-moi, admirez-moi, j'ai trouvé une grosse vulnérabilité. C'est un petit peu le sentiment que j'ai. Peut-être que je me trompe. Mais c'est quelque chose que j'ai le sentiment, j'ai l'impression d'observer aujourd'hui sur le marché. Et il n'y a rien qui justifie le fait qu'on parle de ces vulnérabilités avant qu'elles soient corrigées et dans le noyau ou que les distributions soient directement patchées par rapport à ça. Donc Joseph dit on gagne de l'argent en trouvant une vulnérabilité. Alors ça dépend. Tu peux gagner de l'argent quand tu es justement sur des événements qui sont organisés, qui sont des événements de chasse aux bugs. Là, pour le coup, tu as des droits et des devoirs. Notamment tu as des droits, c'est-à-dire tu as le droit, puisque tu vas t'annoncer comme étant à la recherche d'une faille de sécurité, que ce soit dans le noyau, que ce soit dans Chrome, que ce soit dans Firefox, que sais-je encore, donc ce qu'on appelle communément les bug bounty. Et donc, tu vas t'annoncer un petit peu comme étant à la recherche de failles de sécurité. Et lorsque tu en trouves une, notamment pour toucher ta prime, c'est un peu un travail de chasseur de primes. Tu dois pas divulguer cette vulnérabilité au monde entier avant que l'éditeur ou le gestionnaire du projet communautaire en ait eu vent et l'ait patché et diffusé le correctif. Sinon, ce serait trop simple de dire, OK, je touche la prime, mais en plus, j'en ai parlé à tout le monde avant que tous les correctifs soient prêts. Non, non, là, comme le dit Chavenet hein, dans le chat, c'est des gens qui font ça un petit peu à la sauvage, c'est-à-dire qui partent à la recherche de vulnérabilité, d'autant plus qu'il n'y a pas de primes qui sont particulièrement données. Sur le noyau Linux, il n'y a pas de bug bounty qui est organisé, en tout cas pas à ma connaissance, en tout cas pas par la fondation Linux en tant que telle. Et c'est des gens qui font ça un petit peu à la sauvage et puis qui publient sans forcément respecter les bonnes pratiques de publication de ces exploits. Voilà. Donc c'est un peu dommage. Alors, le point positif que je vois dans tout ça, c'est que plus on va avancer dans le temps, plus on va trouver des failles de sécurité que je vais qualifier des failles de sécurité historiques. Et ces failles de sécurité historiques vont être patchées au fur et à mesure du temps. Et donc, ça va, je dirais, dans le bon sens de la consolidation de nos logiciels. Notamment, là, on parle du Linux, mais c'est de tout logiciel. Ça peut être Chrome, Firefox, LibreOffice, que sais-je encore. Donc, toutes ces failles de sécurité historiques, à un moment donné, grâce notamment aux outils d'IA, certains outils sont même conçus pour aller à la recherche explicitement de ces failles et basés sur des modèles d'IA. Donc l'avantage, c'est qu'à un moment donné, on en aura moins, voire, on l'espère, il n'y en aura quasiment plus de failles historiques. En revanche, le code continue à évoluer. Donc, c'est-à-dire que quand vous travaillez sur une base de code qui évolue, pour une faille corrigée, peut-être que vous en ajoutez deux. Bon, on ne l'espère pas en tout cas. Je dirais que j'ai l'impression que le trend actuellement, c'est pour un bug corrigé, éventuellement une faille corrigée, on peut en ajouter une, voire on en ajoute 0,5. Voilà, j'ai quand même l'impression que la qualité de code de façon générale sur ces gros projets communautaires devient meilleure. Mais
Dans tous les cas, on n'aura jamais zéro faille de sécurité, jamais zéro vulnérabilité. Et donc, ce qui risque de se passer dans le futur, c'est que on va rentrer vraiment dans une course contre la montre entre les failles quand elles seront entre guillemets publiées à l'insu des mainteneurs, parce que quand vous codez quelque chose, parfois, bah, vous ajoutez des bugs et vous le faites à votre insu, hein. Malheureusement, la complexité de ces systèmes, notamment le noyau Linux, hein, il y a quand même plus de 30 millions de lignes de code. Quand vous touchez une ligne de code quelque part, bah, ça peut être un peu l'effet papillon. Donc, même si votre volonté n'est pas d'ajouter une faille de sécurité, une vulnérabilité, bah, malgré tout, la combinatoire est tellement élevée que bah, c'est très 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 difficile de garantir que vous n'allez pas rajouter un bug ailleurs ou une vulnérabilité ailleurs. Donc c'est ça qui est toujours difficile. Donc ça va devenir un peu une course contre la montre sur le fait qu'il y a des gens qui vont aller très très rapidement à la chasse aux failles de sécurité. Et là, on voit, la saison est ouverte, la saison de la chasse aux failles de sécurité est ouverte. Et essayer de les divulguer le plus rapidement possible, je dirais, contre les bonnes pratiques qui veulent que c'est censé passer par un process qui normalement qui est un process de non-divulgation avant que ce soit patché. Là, je parle de logiciels libres et open source, ce qu'on appelle communément le FLOSS, mais c'est vrai aussi pour des éditeurs propriétaires, hein. Il n'y a pas de raison qu'on procède différemment pour Microsoft avec Windows et ses produits Office, ou avec Oracle, ou que sais-je encore. C'est... Par contre, la chasse à la faille de sécurité sur ces projets-là, sur ces outils-là, est plus difficile de fait que la plupart de ces outils ne sont pas FLOSS. Ils ne sont pas open source, on n'a pas accès au code. Donc, à part certains cas particuliers, je pense à Microsoft avec sa plateforme .NET. Évidemment, il y a des gens qui s'acharnent à essayer de trouver des vulnérabilités dans .NET, mais quand vous travaillez à la chasse à la vulnérabilité sous Windows, vous travaillez en boîte noire. Donc, c'est plus difficile à trouver. Et aujourd'hui, les outils d'IA ont plus de mal à trouver des vulnérabilités parce qu'ils n'ont pas accès au code. En revanche, ces outils d'IA deviennent de plus en plus performants, même sur des blocs binaires, notamment prenez Ghidra ou ce genre de décompileurs dynamiques qui vont analyser un binaire, qui va décompiler le code. Pour essayer d'en comprendre un peu sa structure, ces outils d'IA permettent d'aller de plus en plus vite à la compréhension de fonctionnement d'un bloc binaire, d'un outil dont le code source n'est pas open sourcé pour le coup. Voilà. Donc, salut Fabien alias Tregui. Donc, il y a Joseph qui dit on espère que l'IA vérifie chaque pull request maintenant. Bah, en fait, il y a des projets communautaires sur lesquels il y a des gens qui ont branché de l'IA. Mais en fait, il y a des gens qui ont branché de l'IA le plus souvent pour faire du triage de pull request. Et il y a des endroits où les pull requests, où les merge requests sont revus avec de l'IA. Mais encore une fois, ça, comment je dirais, ça reste limité et ça reste, comment je dirais, l'impact reste limité parce que si on ne met pas le bon workflow d'IA derrière, que ce soit avec Claude Code, Codex ou ce que vous voulez, pour vérifier des pull requests et que le modèle ait une vue complète de tout ce qui peut se passer dans le projet, bah, en fait, s'il regarde juste la pull request en elle-même et ne regarde pas les impacts que ça peut avoir autour, bah, la pull request peut contenir une vulnérabilité ou introduire une vulnérabilité et l'IA peut passer complètement à côté. Prenons une pull request, par exemple, pour le noyau Linux. Quand vous prenez une pull request que ce soit 10 lignes, 100 lignes ou 1000 lignes, et que vous dites à l'IA, bah vas-y, dans les 30 millions de lignes de code de Linux, trouve-moi si ça ne génère pas une vulnérabilité. L'IA aujourd'hui, je crois, elle n'est pas capable de le faire, vu la volumétrie de code, hein. Voilà. Mais bon, c'est peut-être je me trompe, hein, mais en tout cas, avec les outils auxquels on a accès, ou en tout cas auxquels j'ai accès moi aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit faisable. Donc ça nécessite quand même aussi encore un regard et un recul très humain derrière pour avoir comment je dirais, le sentiment d'avoir la petite sensibilité qui va bien en disant l'intuition qui permet de dire oh là ici on a touché à ce truc là ici et ça peut avoir un impact, ce que l'IA peut peut-être pas voir parce que sa fenêtre de contexte est beaucoup trop petite, même quand vous avez du Cloud Code avec 1 million, un million de tokens en contexte, etc. Le noyau Linux il rentre pas dedans, hein, franchement. Donc bon, bref. Et il y a Stéphane qui dit Claude m'a déjà plusieurs fois sorti des arguments directement tirés du Elf ou du Log Linker, ça lui fait pas peur. Non, non, oui, c'est sûr. De plus en plus, ces outils deviennent très bons. Après, il y a plein d'outils qui existent pour analyser des structures binaires, mais il y a aussi des outils vraiment
d'analyse de binaire, hein. Je pense notamment à Ghidra qui est très poussé, qui permet d'aller décompiler du code, de pouvoir reconstruire du code d'après un projet qui est compilé en assembleur x86-64, etc., par des compilateurs qui font des optimisations très poussées. Donc, Alors, attends, Ghidra, je vais te dire ça. Hop, c'est un outil de rétro-ingénierie. Hop, je vais vous afficher ça à l'écran. Ouais, j'en parle depuis tout à l'heure, mais effectivement, je vous ai pas montré ce que c'est. Alors, Ghidra, donc c'est un outil qui permet donc de faire le reverse engineering directement d'un binaire, d'un exécutable, d'une bibliothèque, etc. Donc c'est un outil qui va permettre de pouvoir analyser l'assembleur qui a été généré par votre compilateur, de pouvoir graphiquement suivre un petit peu le flux de fonctionnement de ce binaire et donc de pouvoir comprendre un petit peu comment fonctionne ce binaire. Donc c'est un outil qui est assez puissant, qui existe depuis très longtemps. Alors évidemment, c'est un outil, on ne prend pas juste l'outil en disant vas-y, décompile-moi ce binaire et puis comme ça j'aurai le code source original. Non, ça marche pas comme ça. Mais par contre, pour faire du reverse engineering de binaire, pour aller à la chasse à la faille de sécurité sur des binaires, etc., Ghidra est un super outil qui est vraiment ultra puissant. Et si vous regardez bien par qui il a été conçu à l'origine, vous allez vite comprendre pourquoi. Hop, hop, voilà. National Security Agency. Et oui, c'est la NSA elle-même qui a conçu cet outil et qui l'a open sourcé il y a quelques années maintenant. Voilà. Donc ça fait partie des outils que j'utilise de temps à autre. Dans certains cas, quand je veux analyser certaines choses, voilà, ça va aussi de pair avec l'outil que j'utilise, dont je vous parle assez souvent, qui est Compiler Explorer. Hein, je vais vous remettre ça aussi dans Godbolt. Voilà, godbolt.org, je vous mets ça là. Voilà, Compiler Explorer, dont je vous ai déjà maintes et maintes fois parlé. Donc, vous allez sur godbolt.org, ça vous permet de rentrer du code source dans plusieurs langages sur la partie gauche et de voir le code assembleur qui est généré sur la partie droite. Donc ça, c'est super quand on est en phase notamment d'optimisation de l'écriture d'un programme, et notamment quand on est sur de l'optimisation qui n'est plus algorithmique, mais vraiment de l'optimisation technique. C'est vraiment un super outil parce que ça permet de voir comment les compilateurs fonctionnent, comment ils réfléchissent pour produire un résultat et la différence que vous pouvez avoir entre deux versions de compilateurs différentes. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Donc Ghidra et Compiler Explorer sont deux outils assez complémentaires et Ghidra est très 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 puissant. Je vous conseille de jeter un œil dessus. Peut-être qu'un jour, je pourrais faire un live sur le sujet, de vous montrer un petit peu, en partant d'un binaire, comment on décompile un binaire avec Ghidra et comment on peut arriver à en comprendre le fonctionnement, sachant que de plus en plus d'outils d'IA. Alors j'ai perdu le nom, j'avais vu un projet il n'y a pas si longtemps qui s'appuyait sur Ghidra et sur un modèle de langage, type les modèles utilisés par Claude Code, etc., pour pouvoir justement faciliter l'analyse, alors soit l'analyse post-mortem, soit l'analyse pré-mortem d'un projet, pour pouvoir trouver notamment des vulnérabilités ou de pouvoir en comprendre le fonctionnement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Donc voilà un petit peu pour le sujet du jour. Juste en conclusion, moi, ce qui me défrise en ce moment, c'est surtout cette chasse à la vulnérabilité qui est faite avec des outils un peu en mode YOLO, et surtout la diffusion d'informations en mode YOLO, ce qui met à mal toute l'industrie, tout l'écosystème tech mondial, hein, parce que c'est pas parce que moi je bosse dans une plus ou moins petite boîte que les grosses boîtes comme Meta, Amazon, etc. sont protégées. Bah non, en fait, ils sont pas beaucoup plus protégés que nous. Ils sont exposés aux mêmes vulnérabilités. Par contre, ils ont une force de frappe qui est quand même un peu plus forte que la nôtre. Mais bon, tout le monde est exposé et dès lors vous avez des clusters Kubernetes, etc., bah, ce type de vulnérabilité vous met en danger directement. Voilà. Et juste pour terminer, je me demande aussi dans quelle mesure ces vulnérabilités, qui sont pour certaines, qui sont vraiment très subtiles, hein. Là, vous voyez, sur la première, quand on parle de copy fail, on parle d'un débordement de buffer de 4 octets. Juste 4 octets, juste ce qu'il faut pour pouvoir aller faire un petit débordement de buffer et donc pouvoir déclencher comment je dirais, un petit morceau de bloc binaire qui nous permet donc de basculer super utilisateur, etc. Je me demande dans quelle mesure certaines agences gouvernementales,
telles que celles que je viens de citer, National Security Agency, n'ont pas œuvré à la mise en place au fur et à mesure des années de ces vulnérabilités. Parce que, comme l'attaque XZ dont j'avais déjà parlé, dont j'ai fait une conférence sur le sujet, il n'y a pas que de la manipulation technique, il y a aussi de la manipulation humaine. Et donc aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour pouvoir essayer d'amener de la vulnérabilité pour que certaines agences, notamment des agences gouvernementales, puissent profiter de ces vulnérabilités pour faire un petit peu ce qu'ils veulent. Voilà. De là à dire que Copyfail ou Dirty Frag ont été commandités, je dirais, par des agences nationales de sécurité, je n'en ai strictement aucune idée, mais la probabilité n'est pas complètement nulle non plus. Voilà. Donc, je ne vais pas faire non plus le mec qui se méfie de tout, mais de par le passé, ce sont des choses qui sont déjà arrivées et qui arriveront toujours. Voilà. Et Titi Moby qui dit il a le droit de se sentir défrisé, vive le cheveu libre. Exactement. Et en plus, vous voyez, j'ai fait ma coupe d'été ce matin même. Le cheveu libre, ouais, c'est moi. Et comme on parle de l'ami Titi Moby, je crois qu'il est prêt. Il est en train de démarrer son live. Donc, on va terminer sur ces bonnes paroles et on va aller se débrancher sur le live de Thierry tout de suite. Bah, écoutez, je suis très content d'avoir pu vous parler de ça. Ce sont des sujets dont on reparlera par le futur. Je garde en tête, un de ces quatre, de faire une démonstration de Ghidra et de voir comment on peut reverse engineer un binaire de façon didactique et que ça reste compréhensible, je dirais, pour la plupart des gens. Donc je garde ça en tête, ce sera un vrai sujet. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois, alors peut-être pas ce lundi-là, je sais pas encore quand est-ce que je liverai. En ce moment j'ai un planning qui change pas mal, donc je vous tiendrai de toute façon au courant sur les réseaux sociaux, dans les internets comme d'habitude. Voilà, on va aller faire le raid chez l'ami Thierry, raid Moby, voilà. Et puis, écoutez, moi je crois qu'on va pouvoir se quitter sur ces bonnes paroles. Donc moi je vous dis à la prochaine fois. Je vous fais plein de bisous. Et puis, ciao ciao, à tout de suite chez Thierry.